Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo wishlist où j'ai un peu envie de vous parler de mes envies. Tout d'abord mes envies de manière générale, littéraire, et ensuite mes envies littéraires, mais cette fois-ci liées plutôt à la rentrée littéraire qui, comme vous le savez, a commencé ce mois, a commencé depuis quelques semaines déjà. Il y a encore des choses qui sortent et mon ressenti par rapport à cette rentrée littéraire. Donc j'ai ici sur mon téléphone une liste parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc j'en aurais probablement bien besoin. Je vais donc commencer par la catégorie de livres qui n'ont rien à voir avec la rentrée littéraire. Premier choix, c'est Une éducation libertine de Jean-Baptiste Delamo. Jean-Baptiste Delamo, je n'ai jamais lu. Tout ce que je sais au fait, c'est que c'est un auteur relativement jeune, que Napolita l'aime bien, si je ne me trompe pas, et qu'il est pas mal engagé pour la cause animale également. Et il a écrit ce livre qui se passe dans le Paris du XVIIIe siècle et qui suit un libertin, qui suit un personnage masculin, bisexuel, et ses aventures dans le contexte historique de l'époque. Alors pourquoi ce livre? Parce que tout d'abord, j'adore la thématique du libertinage, je trouve ça super intéressant de voir comment les mœurs d'avant la Révolution étaient parfois un peu plus relaxées que ce qu'on a pu voir par la suite au 19e siècle sous le Second Empire par exemple, et que je trouve que d'y voir à travers le prisme de la bisexualité masculine dont on parle un petit peu moins que la bisexualité féminine, je trouve ça assez intéressant. Donc du coup j'avais envie de me diriger vers cet ouvrage. Ensuite le suivant sur ma liste, il s'agit de Corinne ou l'Italie de Germaine de Stel, aussi tout simplement appelée Madame de Stel. Donc tout d'abord Madame de Stel a un lien avec ma ville puisqu'elle a séjourné notamment à Genève ou près de Genève. Il y a d'ailleurs un établissement scolaire qui porte son nom et j'ai toujours trouvé ça dommage au fait parce que je ne l'ai jamais lu. C'est-à-dire qu'il y a plein d'auteurs de la région, généralement des auteurs masculins, enfin de la région, des auteurs ayant un lien avec Genève que j'ai lu par curiosité ou surtout dans mon parcours scolaire. On peut penser à Voltaire, à Rousseau, mais c'est vrai que Germaine de Stel, je ne me suis jamais tournée vers cette autrice qui est assez peu lue aujourd'hui, j'ai l'impression. Et Corinne ou l'Italie, je sais, va parler de l'Italie d'un point de vue français, d'un point de vue romantique français, et des aventures d'une italienne et d'un lord anglais, et différentes réflexions sur l'Italie et sur pourquoi ce pays a une culture d'une telle façon, pourquoi ce pays est considéré comme un chef-lieu du romanticisme. Et étant moi-même à moitié italienne, mon père vient de la région de Modène, j'y retourne très régulièrement, c'est forcément quelque chose qui m'intéresse pas mal et j'avais envie d'en profiter pour découvrir cette autrice parce que, encore une fois, on ne lit pas assez de femmes, je trouve, et tout particulièrement de femmes qui ont écrit avant 1945, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai envie de lire 93 de Victor Hugo. Victor Hugo, je connais finalement assez mal sa littérature, c'est-à-dire que j'avais commencé Les Misérables quand j'avais 12 ans. Était-ce une bonne idée? Je ne crois pas. Mais j'avais commencé Les Misérables quand j'avais 12 ans, j'avais lu jusqu'à la moitié, j'avais quand même compris, c'est un de mes tout premiers classiques, hein, donc soyez indulgents, mais je m'en étais quand même plus ou moins sortie, j'ai l'impression. Et finalement c'était trop long et puis je pense pas qu'à 12 ans j'avais... Enfin, je suis sûre qu'il y a des enfants de 12 ans qui lisent Proust et Stendhal, mais personnellement je n'avais juste pas le niveau de lecture nécessaire à ce stade-là. Et depuis, j'ai lu Dernier jour d'un condamné, que j'aime beaucoup, qui est donc plutôt orienté vers la politique. J'ai lu quelques poèmes des Contemplations, je n'ai encore pas tout lu, et c'est tout. Donc autant vous dire que je n'ai pas lu Les Misérables en entier, je n'ai pas lu Notre-Dame de Paris. 93, je sais qu'il se passe dans une atmosphère politique semblable à celle des Misérables, tout en étant quand même un peu plus court, et surtout qu'il va de pair avec L'Homme qui rit. L'Homme qui rit qui m'intéresse beaucoup pour la thématique de la monstruosité, encore une fois qui a été mentionnée en podcast cette fois-ci, sauf erreur par Napolita, et donc j'ai envie, sans forcément me lancer tout de suite dans Les Misérables, même si les grandes lectures ne me font pas peur, c'est pas quelque chose dont j'ai particulièrement envie en ce moment, j'avais envie quand même de lire un peu Hugo et donc de passer par 93. Et puis si ça me plaît, éventuellement de me tourner vers L'Homme qui rit et d'avoir lu un peu plus de Victor Hugo et ensuite idéalement de lire Notre-Dame de Paris, Les Misérables, etc. etc. Ensuite, un quatrième livre qui est peut-être un peu différent que ce que je lis d'habitude, au fait, c'est Stephen King, On
Writing qui en anglais a été traduit par écriture mémoire d'un métier. Alors ça peut peut-être surprendre, mais je suis une grande lectrice de King, ou plutôt j'ai été une grande lectrice de King à l'adolescence. Pour moi c'est un auteur vraiment idéal pour l'adolescence. Il a construit un véritable univers qui s'étend à travers ses œuvres. Il a une énorme diversité, je trouve, de scénarios, même si je trouve quand même qu'aujourd'hui il écrit, je suis moins convaincue par son écriture d'aujourd'hui que ce qu'il a écrit dans les années 70 et 80. Et j'ai passé mon adolescence effectivement à lire Christine, à lire Carrie, à lire Cujo, j'ai lu les 7 volumes de La Tour Sombre aussi, j'ai lu Marche ou crève, il m'a beaucoup marqué aussi, La Ligne Verte, en fait il y a plein de choses très bien de Stephen King, et je trouve que lorsqu'on a 14-15 ans, pour commencer à lire des livres un peu plus denses qui demandent quand même un certain niveau de lecture sans pour autant partir directement dans des classiques parce que selon la personne ça peut intimider. Je trouve vraiment que King c'est un bon auteur et je trouve que ses personnages sont bien écrits. Je remarque que j'ai oublié de mentionner ça qui est peut-être mon roman préféré de Stephen King parce qu'on voit un petit peu son univers étendu. Enfin bref, j'adore Stephen King et je sais qu'il a écrit un livre sur l'écriture, c'est-à-dire un livre de non-fiction sur son expérience en tant qu'écrivain, son expérience en tant qu'écrivain graphomane, puisque King écrit des choses très longues et il écrit beaucoup, ses habitudes, ses déceptions, le début de sa carrière. Et comme Stephen King il a quand même une carrière hyper remarquable qui a marqué la littérature américaine et qui en plus c'est une personne qui visiblement écrit beaucoup et tout simplement c'est ce dont il parle, je suis vraiment curieuse de lire ce livre qui a été plébiscité par des personnes, même des auteurs et des autrices qui n'écrivent pas du tout dans le registre des romans d'horreur comme fait Stephen King, et également de lire un peu de non-fiction et de me replonger un petit peu dans Stephen King puisque ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, ça c'est pour les 4 livres de manière purement générale que j'avais envie de lire, et ensuite je vais venir aux 4 livres de la rentrée littéraire. Donc tout d'abord, la rentrée littéraire, est-ce que je la suis religieusement? Non. Est-ce que je connais tous les livres qui sont publiés? Non. Est-ce que je trouve qu'on publie beaucoup de choses dans la rentrée littéraire? On en a plus de 500 volumes. Oui. Et est-ce que je trouve que ça rend le travail des libraires difficile? Oui également. Alors je comprends tout à fait la volonté de vouloir faire connaître plein de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices. Je reconnais que cette année ça n'a pas augmenté, en tout cas ça a même un petit peu diminué comparé aux années précédentes, mais je trouve quand même qu'on s'y perd un petit peu. J'ai jamais été emballée totalement de toute façon par l'idée de rentrée littéraire. Je comprends l'idée, c'est la fin des vacances, le début de la rentrée, il se met à faire moche, les gens lisent un peu plus. C'est quand même une tradition très francophone, je crois pas que ça se fasse dans les autres pays. Mais finalement, surtout du fait que je lis beaucoup de littérature étrangère, je suis aussi beaucoup marquée par le rythme des traductions. Puis je lis des classiques, donc eux ils feront plus leur rentrée littéraire pendant un bon petit moment. Mais bref, je me suis dit cette année, maintenant que j'ai mon blog, maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, et pourquoi pas me lancer un petit peu dans la rentrée littéraire. Et j'ai commencé en lisant Yoga de Emmanuel Carrère, dont on a beaucoup parlé. Et comment vous dire que Yoga, ça n'a pas été un grand coup de cœur. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Ça a été un abandon. J'abandonne rarement les livres, mais Yoga, arrivé à la page 100, j'ai compris que ça allait pas le faire. Et je me suis dit, bon, on va pas en rester là, on va quand même trouver un bouquin qui te plaît dans cette rentrée littéraire. Donc j'ai sélectionné 4 livres qui me font plutôt envie. On verra, puisque en ce moment, j'ai oublié de le préciser en plus, super, mais je suis en no-buy, c'est-à-dire que j'essaye de réduire autant que possible ma palle, et donc peut-être que ce sera des achats finalement que je vais faire au mois d'octobre plutôt, mais j'essaye vraiment d'éviter mes achats livresques. Le premier dont j'avais envie de parler, c'est Rumeurs d'Amérique d'Alain Mabanckou. Donc Alain Mabanckou, j'avais lu son livre 8 leçons sur l'Afrique, qui est un livre absolument génial sur la littérature africaine, sur la francophonie en Afrique. C'est un livre tiré des leçons qu'il avait données au Collège de France, et depuis j'ai pu regarder un peu plus des entretiens avec lui. Au moment où je filme ça, il va être dans la grande librairie ce mercredi, je filme ça un lundi, et je trouve que c'est une personne extrêmement érudite, extrêmement agréable, qui a beaucoup de choses intéressantes à dire. Et Rumeurs d'Amérique, ça va parler de son rapport avec les États-Unis, puisque Alain Mabanckou enseigne en Californie depuis maintenant une dizaine d'années. Il va vouloir parler des populations afro-américaines de Los Angeles. Los Angeles qui est une population afro-américaine notable. Los Angeles qui est également une ville très célèbre pour ses écarts de richesse complètement affolants, c'est-à-dire qu'il a une poignée de personnes qui ont énormément d'argent, et à côté de ça, particulièrement dans les populations justement noires et hispaniques,
il y a des gens qui ont très peu et beaucoup de personnes qui n'auraient pas de logement. Et Los Angeles c'est toujours une ville qui m'a un peu attirée parce que c'est une ville qu'on... Alors la plupart des Européens détestent Los Angeles, ça je le sais, ceux qui sont allés là-bas m'ont tous dit que c'était une ville plastique. Et pour moi c'est un peu un Frankenstein, c'est pas du tout le genre de ville qu'on trouve en Europe. Je peux pas trop m'imaginer à quoi ça ressemble parce que c'est très étendu pour finalement peu de personnes. C'est très basé sur la voiture. Je sais pas du coup pourquoi j'ai envie d'y aller puisque je suis très mauvaise conductrice. C'est basé sur la voiture, c'est basé sur une grande part qui est donnée quand même à l'individualisme. C'est beaucoup moins européen dans l'urbanisme que New York par exemple. Mais je sais pas, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu attirée parce que j'aime bien par exemple, j'aime bien le basketball. J'aime bien les Lakers, j'aime bien le rap californien des années 90 si on pense à NWA. Et au fait je trouve que c'est une ville assez intéressante et quand j'ai appris qu'Alain Mabanckou faisait un livre justement dédié à la population afro-américaine de Los Angeles, à comment elle se définit, à comment elle vit aujourd'hui, quelles sont ses difficultés, en ayant vu le travail énorme qu'il avait fait quand même pour 6 leçons sur l'Afrique, je me suis dit ok, je vais quand même jeter un coup d'œil à ce livre. Ensuite le deuxième livre c'est un autre livre de non-fiction et celui-là je l'ai commandé avant mon no-buy donc ça ne compte pas, mais il s'agit des Grands Remplacés de Paul Conge qui est une enquête sur la fachosphère et l'extrême droite, particulièrement l'extrême droite française sur internet. Alors j'ai toujours été intéressée par, il y a un autre livre qui a un rapport avec ça au fait, par l'extrême droite parce que je me suis toujours intéressée à comment des personnes a priori avec des opinions plutôt... je veux pas dire normal, mais comment on pouvait basculer dans cet univers là, qu'est-ce qui se passait, et c'est quelque chose à mon avis qui est extrêmement lié à l'aliénation économique, à des soucis socio-économiques d'une façon plus large, peut-être à la médiatisation également de l'immigration en Europe. Et ça m'a toujours beaucoup intéressée, surtout quand on voit qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas trop ignorer. On a une fachosphère extrêmement francophone qui est extrêmement virulente, qui est extrêmement violente dans ses propos, qui n'hésite pas avant de harceler des gens, qui se cache derrière l'anonymat qui est offert par internet. Et à partir de ça j'avais vraiment envie de voir comment ces personnes allaient vers des jeunes gens, généralement des jeunes hommes justement blancs qu'ils identifient comme vulnérables, qu'ils identifient comme étant fâchés envers la société et comment ils vont les radicaliser. Donc j'espère que c'est une enquête qui va vraiment m'en apprendre un petit peu plus sur ça et me faire réfléchir également à comment on peut lutter contre ces moyens de radicalisation d'extrême droite. Le troisième livre, il s'agit Longtemps je me suis couchée de bonne heure de Picouli, avec un jeu de mots puisque c'est pas bonheur comme dans Proust, c'est bonheur comme le bonheur, le fait d'être heureux. Vous l'aurez deviné, c'est un livre sur Proust, je n'ai lu que le résumé, mais rien que le fait que ce soit sur Proust alors que je suis en pleine lecture de la recherche et que j'aime beaucoup Daniel Picouli, je ne l'ai pas lu mais je l'aime beaucoup en tant que personne, en tout cas dans ses entretiens, je l'ai entendu dans certaines émissions de France Culture sauf erreur. Je dois quand même un peu lire des choses sur Proust parce que Proust c'est une telle immensité qu'on a quand même intérêt un peu à se tourner vers des sources secondaires, pas forcément des sources secondaires et académiques seulement, mais comme c'est le cas dans ce roman, un roman écrit sur Proust, un roman qui se passe dans la banlieue parisienne des années 60 où un jeune collégien tombe follement amoureux de l'œuvre de Proust, il tombe également amoureux d'une fille qui s'appelle Albertine et il va au fait se réimaginer sa vie à travers le prisme de l'univers de Proust, donc il va voir des personnages de la recherche absolument partout et pour moi ça c'est super intéressant parce qu'une des thématiques centrales finalement de l'œuvre de Proust c'est également la rêverie, la lecture, l'impact que la fiction peut avoir sur la réalité et comment la fiction peut nous amener à une certaine forme de bovarisme pour emprunter des termes d'un autre auteur, mais à suridéaliser les choses et comment la rêverie snob dont est victime Proust peut nous jouer des tours et finalement rendre notre vie quotidienne plus difficile. Et j'ai l'impression que ce livre, ou en tout cas j'espère que ce livre va parler de ces choses, mais en tout cas un livre de Daniel Picouli sur Proust, que demander de plus, et en plus j'espère qu'on y retrouvait quand même un style assez fleuri puisqu'il s'agit quand même d'un hommage à Proust. Donc ensuite le quatrième est d'une autrice qui est d'une autrice également un peu moins connue et je vais peut-être écorcher son nom, mais il s'agit de Béni soit Sixtine de Maëlys Adémar. C'est un livre qui se passe dans la sphère des catholiques traditionnels, une jeune femme qui a grandi dans cet environnement, qui a toujours participé à la messe en latin, qui est allée dans des écoles exclusivement catholiques hors contrat, qui va se marier très jeune avec des rites en latin, etc. et qui va avoir des problèmes de fertilité après son mariage, ce qui bien évidemment est un énorme problème dans les sphères religieuses extrêmement conservatrices, extrêmement réactionnaires
une femme doit quand même s'attendre à avoir plusieurs enfants rapidement après son union matrimoniale. Et déjà c'est un environnement qui m'intéresse. Au fait, comme je l'ai dit avant, la thématique de l'extrême droite m'intéresse plutôt. Dans cette sphère de l'extrême droite, on trouve des gens de plein de milieux différents, mais on trouve également des catholiques traditionnels qui ne se revendiquent pas de la tradition de Vatican II, qui se revendiquent comme pré-Vatican II et donc qui ont des rites un peu différents pendant la messe, comme par exemple la messe Ad Orientem et la messe qui est donnée en latin. Généralement c'est des mouvements très conservateurs, on pourrait dire plutôt réactionnaires, des mouvements qui se réclament également d'une certaine forme de royalisme. Je ne sais pas quel est le rapport d'Adhémar avec ces milieux, donc je ne peux pas forcément juger si elle a de l'expérience directe avec ça, mais les romans d'émancipation m'attirent également beaucoup. Je pense que ça parle beaucoup aux personnes qui ont à peu près mon âge, puisque voilà, la vingtaine c'est un peu ça. De voir cette femme qui va devoir se rebeller contre le monde qu'elle connaît, et au final elle n'a connu que ça, puisque toute sa famille, toutes ses amies font partie de ce milieu, elle est très bien intégrée, elle a grandi dedans. Je pense que ça risque quand même de susciter pas mal d'émotions et d'admiration. C'est quelque chose quand même que l'on, sans pour autant être affilié à des milieux aussi compliqués que ça, que l'on peut connaître également dans sa vie quotidienne et qui nécessite un certain courage. Donc j'ai également hâte de lire ce livre pour me lancer dans la rentrée littéraire. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo qui est déjà quand même pas mal longue pour 8 ouvrages. Donc si vous avez envie de lire des choses pour la rentrée littéraire, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, cela m'intéresserait beaucoup puisque j'aurais besoin de recommandations. Quels sont vos avis également sur la littéraire? Est-ce que la rentrée littéraire, pardon, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui a du sens encore aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que l'on publie trop? Est-ce que vous êtes déçus par la qualité de certains ouvrages? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous avez envie de me parler là-bas. Allez, bye bye!